De venir ici, ça nous replonge vraiment un an en arrière. On se dit, voilà, tout ce qui s'est passé ici, c'est tellement triste. On revoit un peu les gens complètement émus. Ce mouvement de panique un peu. Tout le monde était anéanti. Ouais, moi, ça me fait quand même quelque chose, quoi, d'y revenir et surtout d'en parler, parce que d'y passer, c'est quelque chose, mais de venir là exprès pour en parler, c'est quand même émouvant. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Maureen Marie. Elle est journaliste pour l'hebdomadaire L'Orne Combattante et avec son collègue Romain Michel, ils ont couvert le fait divers le plus difficile de leur carrière. Le 12 décembre 2024, une petite fille de 7 ans était renversée par un car scolaire. On est dans le centre-ville de Flers, dans l'Orne donc, et cela se passe devant les autres enfants de son école. Grièvement blessée, la fillette ne survivra pas. Maureen et Romain, eux, sont arrivés sur les lieux quelques minutes après l'accident, et un an plus tard, ils sont encore bien marqués par cet événement qui a aussi bouleversé toute la ville. Pour cet épisode du podcast En première ligne, ils vous partagent le récit de cette journée noire. Tu me dis quand t'es prêt ? Ah ok. On fait quoi, on va dehors Non, on va aller en haut avant, ça te va ? Souvent, les journalistes, ils apprennent les faits divers par les pompiers, les gendarmes ou alors par un témoin qui a vu la scène. Mais vous, ce fait divers-là, vous l'avez vécu quasiment en direct. Est-ce que tu peux raconter comment ça s'est passé ? Alors moi, je rentrais de reportage parce que j'étais sur un reportage extérieur. Et c'est quand j'arrive à la rédaction, du coup, que l'équipe m'informe de l'accident. Ils avaient déjà entendu passer les sirènes de pompiers à plusieurs reprises. Et donc moi, j'arrive de reportage et je repars presque aussitôt avec Maureen sur les lieux de l'accident. Donc quand vous arrivez sur place, la situation est vraiment confuse, je crois. Qu'est-ce que vous voyez ? On voit effectivement une zone qui est complètement bouclée, que ça soit à la fois en termes de circulation, en termes de passage pour les piétons. Il y a une grande tente qui est installée pour porter secours à la victime. On ne sait même pas de qui il s'agit à ce moment-là. C'est très difficile d'accéder à la zone en question. On voit qu'il y a un bus scolaire qui est encore stationné juste à côté, donc on se dit que lui aussi est impliqué. Mais oui, c'est vraiment chaotique parce que tout vient de se passer il y a quelques minutes, quoi. Donc on est au tout début de l'intervention des secours. Et sur place, vous voyez des enseignantes, des enfants ? À ce moment-là, on voit pas d'enfants, donc on se doute pas que ça en implique parce que on apprend par la suite que tout le monde est réuni dans une salle à proximité où se tenait justement la sortie scolaire. Cependant, on voit pas mal de monde passer, mais surtout des personnes qui portent secours, des pompiers, des policiers qui verrouillent la zone et quelques enseignants qui alternent entre la salle et le lieu des faits pour essayer de comprendre eux aussi ce qui se passe, parce que malheureusement, à ce stade-là, tout le monde est dans l'incompréhension, quoi. Moi, quand j'ai demandé ce qui se passait, par exemple avec quelqu'un de la ville, on m'a dit qu'il y a eu un très grave accident et que le lieu serait bloqué très longtemps, donc qu'il fallait faire attention parce qu'il allait y avoir beaucoup de passages. Donc là-dessus, on comprend que c'est très grave. Et puis la salle, en fait, il y avait des baies vitrées, donc j'ai pu voir les personnes qui étaient à l'intérieur de la salle, pas les enfants qui, eux, étaient vraiment dans la salle, donc on ne voyait pas, mais dans le sas d'entrée, il y avait les encadrants et ils étaient très tristes et ils étaient effondrés en pleurs. Donc c'est des choses qui marquent et qui font prendre conscience qu'il s'est passé quelque chose de grave assez rapidement. Donc là, on quitte la rédaction. Du coup, ça a combien de temps d'ici ? 1 minute. 1 minute à pied, hein. On est vraiment à 2 rues de la rédaction. La rue parallèle à la rédaction. Il y avait la salle juste là à 200 mètres et l'accident devait être 100 mètres plus bas. Et là, à partir du poteau, à partir du lampadaire qu'on voit ici, la zone était aussi bloquée là avec un rubalise. Tu vois les roses fanées qui sont placées dans la haie, c'est des souvenirs, c'est un hommage qui est toujours rendu. Il y a toujours une petite fleur dans cette haie pour se souvenir de la petite fille.
Moi, je suis restée en bas, donc dans un premier temps. Je suis restée, on va dire, une petite heure sur place là en bas, à essayer de comprendre ce qui s'était passé et en voyant que tout se passait là à quelques mètres sous la tente déployée pour porter secours. Toi, t'es resté combien de temps en tout sur place ? Alors l'accident il se produit vers 15h et les enfants sortent de la salle après 18h, donc j'ai dû rester 3 heures à peu près sur les lieux. Vous allez sortir un premier papier très rapidement, à peine 1 heure après l'accident. Quelles informations vous avez à ce moment-là et qu'est-ce que vous écrivez ? Pour le moment, c'est des informations voilà, plutôt de base qu'on a, parce que on décide de faire un article à partir du moment où on voit l'hélicoptère atterrir dans le centre-ville. Parce qu'on se dit que là, l'accident prend une tournure quand même grave, qu'il y aura forcément des conséquences, notamment sur la circulation en centre-ville, aussi sur le passage à pied, la mobilisation des secours, parce que déjà, il y a des publications qui sont faites sur les réseaux sociaux de personnes qui ont vu, qui se demandent ce qui se passe, etc. Donc nous, en tant que journalistes, on se dit qu'il faut leur apporter une réponse et là, on a comme élément voilà, l'arrivée d'un hélicoptère, le fait qu'il y ait un bus scolaire impliqué et aussi un piéton, mais pour l'instant sans plus de détails. C'est plutôt au bureau que dans une ambiance plus posée, on va dire, moins peut-être à vif, où les journalistes essayaient de recouper les informations, notamment en communiquant avec des sources, voilà. Pour comprendre tout simplement comment ça s'est passé. Donc moi sur place, voilà, c'est une communication officielle qui nous apprend que c'est une fillette de 7 ans et qui est dans un état grave. Donc à partir du moment où il y a une communication officielle, c'est là où on a dû le mettre dans le papier, parce que du coup on a fait un premier papier très rapidement qu'ensuite on a mis à jour au fur et à mesure des infos qu'on avait au compte-gouttes dans l'après-midi, avant de faire les 2 papiers du soir. Petit à petit, les circonstances de l'accident vont se dessiner plus clairement. Les enfants venaient de voir un spectacle et ils étaient en train de rentrer à l'école. Les témoins de la scène ont rapporté que la fillette était tombée du trottoir. Son manteau se serait pris dans la roue arrière du bus et le conducteur n'a pas réussi à s'arrêter à temps. Et face à l'émotion que suscite un tel drame, comment, en tant que journaliste, on trouve sa place sur le moment, sur le lieu ? C'est compliqué, parce qu'en fait, nous, on a besoin d'être là pour informer, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais en même temps, on n'a pas envie d'être intrusif et de forcer la main, on va dire ça comme ça, auprès des gens. Il faut aussi que tout le monde... Parce qu'en fait, ils sont encore en train de travailler. Enfin, l'accident a eu lieu en bas, mais après, il y a aussi tous les enfants à gérer. Donc, il y a un dispositif qui se met en place et les gens travaillent au mieux pour faire ces premiers moments, on va dire, après l'accident. Et donc, nous, on est là pour avoir les informations, mais en même temps, c'est plutôt, on va dire, les officiels qui rythment l'information et c'est pas nous qui allons chercher ou gratter un peu pour leur forcer la main, quoi. Au bout de 15 minutes, avec Maureen, on décide de retourner à la rédaction. On échange avec les autres journalistes présents au journal sur les informations qu'on a pu recueillir sur les lieux de l'accident. Et pendant la discussion, on entend le bruit d'un hélicoptère qui va pour se poser à proximité. Donc je décide de descendre en courant sur le parking pour voir le moment où l'appareil va se poser à proximité de l'accident. Moi, en 6 ans, j'ai jamais couvert un accident aussi dramatique avec déploiement d'un hélicoptère en centre-ville. Ouais, c'était vraiment inédit pour nous d'avoir un exercice comme ça. Ouais. Pour ma part, dès que j'y passe, j'y pense. C'est vrai qu'on se dit... voilà, en plus, il y a la fleur en hommage, donc non, on n'oublie pas un fait divers comme celui-là. Venir ici, ça nous replonge vraiment 1 an en arrière. On se dit... voilà, tout ce qui s'est passé ici, c'est tellement triste. On revoit un peu les gens complètement émus. Ce mouvement de panique un peu.
tout le monde était anéanti. Ouais, moi ça me fait quand même quelque chose quoi d'y revenir et surtout d'en parler, parce que d'y passer c'est quelque chose, mais de venir là exprès pour en parler, c'est quand même émouvant. Ça remue un peu à l'intérieur parce que tout de suite ça nous rappelle des... On n'a pas forcément la mémoire précise de ce qui s'est passé, mais on a quand même une odeur, une atmosphère qui nous reviennent, quoi. C'est des souvenirs comme ça qu'on a, et donc tout de suite là ça nous replonge dedans, même un an après. J'ai pris la voiture parce que du coup les enfants étaient rapatriés à l'école où ils s'étaient remis à leurs parents à ce moment-là. Donc moi je suis retourné sur l'île d'école pour avoir les informations auprès notamment de la sous-préfète et de l'inspectrice de l'éducation nationale qui était sur place à ce moment-là. Et au début, moi, ils m'ont pas fait rentrer tout de suite. Il y avait un peu de méfiance à faire rentrer un journaliste dans la zone où étaient encore les enfants, les parents, les psychologues qui étaient là pour prendre en charge les enfants en fonction de la façon dont ils avaient vécu l'accident et de comment ils étaient choqués ou pas. Et au bout de quelques minutes, on m'a fait rentrer et moi je me suis tout de suite dirigé vers les officiels que sont la sous-préfète et l'inspectrice de l'éducation nationale pour avoir des éléments factuels, mais je ne suis pas allé à la rencontre des parents, encore moins des enfants et des encadrants. Justement, dans tes articles, tu parles pas du tout de cette ambiance à l'école, tu parles pas non plus des réactions des familles, des réactions des encadrants, ce que tu disais tout à l'heure sur les pleurs. Tu t'en tiens vraiment aux faits. Pourquoi tu as fait ce choix de pas écrire tout ça ? Alors, j'ai fait ce choix pour rester en dehors des sentiments, de m'en tenir vraiment au factuel et essayer de rester le plus neutre possible et pas de rentrer dans le côté émotionnel et chacun après réagit de manière différente, mais je voulais vraiment essayer de m'en tenir aux faits pour rester le plus impartial possible. Maureen et Romain publient les 2 derniers articles de la journée à 20h. On sait qu'une cellule psychologique est mise en place pour les enfants à l'école car ils sont très choqués par ce qu'ils ont vu. Les journalistes en savent plus sur l'état de santé de la petite fille, victime d'un traumatisme facial. Elle est hospitalisée au CHU de Caen et son pronostic vital est engagé. Alors le lendemain, c'est vrai qu'on n'a même pas le temps de faire une réunion comme on le fait tous les matins. Ce matin-là est particulier parce qu'on apprend par des sources que la petite fille est décédée. Donc tout de suite, j'ai un collègue qui décide d'écrire l'article parce que malheureusement, il faut tenir informé, même si c'est difficile pour nous. On se doit d'annoncer la nouvelle. Et moi, j'étais à ce moment-là déjà en route pour l'école parce que je voulais aller voir comment la situation était vécue par d'autres parents d'élèves notamment, et si les cours étaient maintenus, est-ce que la cellule psychologique était toujours en place. J'avais beaucoup de questions à leur poser. Malheureusement, ils étaient pas prêts à témoigner, ce que je comprends. Donc là, je reviens à la rédaction. Je sais que l'article sur le décès est déjà publié. Et c'est à ce moment-là vraiment qu'on se réunit tous les 3 qui travaillaient ce jour-là pour savoir quelle suite donner, notamment sur le volet enquête faite par la police, puisque on sait que des tests d'alcoolémie et à la drogue ont été menés sur le conducteur du bus. Et on décide de le mentionner dans un article en précisant que tout était négatif pour lui et qu'il s'agit malheureusement d'un dramatique accident. Alors le lendemain, j'étais très sans énergie. J'ai vraiment comme un lourd poids, on va dire, sur les épaules, comme si la pression était un peu retombée. Et ouais, j'avais pas envie de grand-chose. Enfin, j'étais vraiment sans énergie. Après, coupé, avec le fait divers qui s'est passé, je me tenais quand même informé de la situation. Et on peut pas complètement passer à autre chose le lendemain. Enfin, c'était encore très présent. Par exemple, moi, je sais que j'avais un rendez-vous chez le coiffeur le lendemain, avec
avec la coiffeuse m'a tout de suite parlé de l'accident, de la manière dont ça s'est passé la veille. Donc c'est là qu'on se rend compte en fait que l'accident, même dans notre vie quotidienne, sans être journaliste, mais en tant qu'habitant de Flers, et ben en fait c'était dans toutes les discussions, dans toutes les bouches, et du coup même le lendemain où on était de repos, on nous en parlait encore pour savoir comment ça s'était passé. Vous avez publié 7 articles en tout sur le sujet, entre le jour même et les jours qui ont suivi. Et puis, vous n'avez plus écrit du tout sur ce fait divers. Est-ce que c'est parce qu'une information en chasse une autre ? Est-ce que c'est parce que c'était compliqué pour vous d'écrire sur ce sujet ? Ou est-ce que c'était parce qu'il n'y avait plus rien à dire dessus ? Alors c'est vrai que faut rappeler qu'on est à une période mi-décembre, juste avant les fêtes de fin d'année aussi. Donc nous on met un peu ce contexte-là en se disant que c'est compliqué de faire énormément plus à ce moment précis, puisqu'on veut aussi respecter la période de deuil de la famille, ce qui nous paraît super important. Toute la ville est endeuillée. Il y a d'ailleurs plusieurs hommages qui sont organisés. Donc ça, on les relate dans les derniers articles qui sont consacrés à cette affaire. Mais c'est vrai qu'après, ça nous a paru trop délicat d'y revenir. En tout cas, on n'a pas voulu en faire plus pour être dans le sensationnalisme. Est-ce que tu penses qu'on est plus touché en tant que journaliste localier parce que c'est un territoire dans lequel on habite, qu'on parle de drames qui touchent des gens qu'on croise au quotidien, là où des médias nationaux vont dépêcher quelqu'un sur place qui va rester le jour même et puis repartir à Paris et sortir ça de sa tête peut-être plus facilement. Oui, complètement en tant que localier, parce que du coup on est en contact avec des gens qu'on croise régulièrement sur un lieu où on passe tous les jours. On voit des personnes tristes, des personnes qu'on connaît tristes, où l'accident, par exemple, a touché une personne qui était une connaissance d'une connaissance. Enfin, tout le monde se connaît plus ou moins. Donc, forcément, ça a plus d'impact au niveau local et dans notre travail de journaliste aussi. Moi, je préfère faire un beau portrait, une belle histoire qu'un accident au coin de la rue. On est journaliste, mais on est humain avant tout. Et c'est vrai que quand c'est un enfant impliqué, ça crée des émotions qui sont quand même décuplées pour tout le monde. On se dit, ça pourrait être ma petite nièce, ma fille peut-être. Donc c'est sûr que c'est compliqué de faire la part des choses. On se dit, on est là pour informer, on veut pas non plus être intrusif pour toutes les personnes qui sont impliquées dans l'affaire. Mais forcément, oui, encore aujourd'hui, de se replonger dans l'affaire pour ce podcast, ça fait quelque chose, ouais. En décembre 2025, le procureur de la République d'Argentan indique à l'Orne combattante que l'enquête sur la mort de la petite Manel est toujours en cours. Vous venez d'écouter un épisode de En Première Ligne, un podcast d'actu.fr consacré aux coulisses des faits divers couverts par nos journalistes. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode.